Alexandra was introduced to the esteemed Madame Helena Petrovna Blavatsky, vegetarian, the founder of the Theosophical Society, who had a significant influence on her. Alexandra David Nil, vegetarian, courageous explorer in search of truth, part 1 of 3. Continue watching to find out more. Alexandra David Néel est devenue célèbre en tant que voyageuse audacieuse grâce à une succession de périples extraordinaires en Orient. Son entrée au Tibet, la terre interdite, fut riche de sens, mais peu de gens connaissent la véritable raison de sa quête inlassable. Son père, Louis David, est un franc-maçon protestant français, instituteur et éditeur d'un journal républicain. Il part en Belgique avec son bon ami Victor Hugo. Là, Louis David tombe amoureux et épouse Alexandrine Borgmans, une fervente catholique et partisane de la monarchie belge. Ensemble, ils reviennent en France, où ils ont leur premier et unique enfant, Louise Eugénie Alexandrine Marie David, née à Saint-Mandé en banlieue parisienne, le 24 octobre 1868. L'atmosphère austère de la maison n'a jamais étanché la soif d'aventure et de liberté de la petite Alexandra. La première preuve en est qu'à l'âge de 5 ans, l'intrépide enfant s'enfuit de la maison. Retrouvée, elle est emmenée au poste de police, non sans s'être débattue. Madame David Néel écrira plus tard. Ever since I was 5 years old, a tiny precocious child of Paris, I wished to move out of the narrow limits in which, like all children of my age, I was then kept. I craved to go beyond the garden gate, to follow the road that passed it by, and to set out for the unknown. Enfant, Alexandra adore les romans de science-fiction de l'écrivain français Jules Verne et elle se promet de dépasser un jour ses héros. À l'âge de 15 ans, ses goûts en matière de lecture prennent une nouvelle direction pour inclure le mystique. Une femme, du nom d'Elizabeth Morgan, envoie à Alexandra ses premières lectures occultes, un journal anglais publié par la Society of the Supreme Gnosis, ou Société de la Gnose suprême. Cette société, basée à Londres, met l'accent sur la connaissance spirituelle personnelle plutôt que sur les enseignements de l'Église, et ce concept la fascine. La famille David retourne à Bruxelles, en Belgique, lorsqu'Alexandra a environ 6 ans. Elle fait plusieurs fugues à travers l'Europe. Vers 15 ans, elle aurait fui les vacances d'été de sa famille à Ostende pour se rendre en Hollande, puis en Angleterre, où elle aurait rencontré Elizabeth Morgan, qui l'aurait ensuite renvoyée dans son pays. À 17 ans, elle se rend seule en train en Suisse, traverse le col du Saint-Gothard et se rend au lac Majeur, dans le nord de l'Italie. Sa mère doit alors récupérer sa fille sans le sou. Peu de temps après, Alexandra s'enfuit à nouveau, cette fois pour l'Espagne, à bicyclette. En 1886, Alexandra entre au Conservatoire royal de Bruxelles où elle remporte le premier prix pour sa voix de soprano. Mais la vraie passion d'Alexandra est devenue la spiritualité et elle entreprend d'apprendre les langues des textes sacrés originaux. À l'invitation de Madame Morgan, en 1888, Alexandra part pour Londres, au Royaume-Uni, et séjourne à la Société de la Gnose suprême, où elle passe de longues heures à étudier l'anglais et les traductions d'anciens textes chinois et indiens. Madame Morgan la présente à l'estimée Madame Helena Petrovna Blavatsky, végétarienne, fondatrice de la Société théosophique, qui a une influence importante sur Alexandra. La théosophie enseigne qu'il existe une ancienne confrérie secrète d'adeptes spirituels, connue sous le nom de maîtres, qui ont cultivé une grande sagesse et des pouvoirs surnaturels. Bien que présents dans le monde entier, ils sont surtout présents au Tibet. C'est dans l'excellente bibliothèque de la Société théosophique qu'Alexandra découvre le bouddhisme tibétain. Alexandra s'installe en France en 1889 et fréquente l'université de la Sorbonne à Paris. Elle suit des cours de sanskrit et de philosophie orientale, mais les femmes n'ont pas le droit d'étudier pour obtenir un diplôme.
Bien qu'Alexandra se soit également intéressée au féminisme, à la franc-maçonnerie et à la politique, en tant que socialiste et anarchiste radicale comme son père et son bon ami Élisée Reclus, végétarien, sa passion principale demeure l'orientalisme. On raconte qu'après avoir étudié les religions comparées, Alexandra se convertit au bouddhisme et adopte un mode de vie ascétique, devenant strictement végétarienne et ne prenant qu'un seul repas par jour. Lors de son séjour à Paris, Alexandra tombe sur le Musée national des arts asiatiques Guimet, connu pour sa remarquable collection de livres asiatiques. Elle se plonge dans d'innombrables textes, traduit les écrits sacrés orientaux et assiste même à une cérémonie bouddhiste tibétaine conquise par l'attrait de la spiritualité orientale. Un jour, alors qu'elle se croit seule dans la bibliothèque, elle se prosterne devant une statue du Bouddha. Témoin de ce geste, la comtesse de Bréant, étudiante en philosophie orientale, lui dit « Que la bénédiction du Bouddha soit avec vous, mademoiselle ». En écoutant la comtesse lui raconter ses voyages en Asie, Alexandra ressent un profond désir d'explorer des endroits comme l'Inde et de découvrir par elle-même les merveilles de l'Orient. Le destin veut qu'en 1891, Alexandra reçoive un petit héritage d'Elizabeth Morgan. Alexandra décide de le consacrer à un voyage à travers le Ceylan, l'actuel Sri Lanka, et l'Inde afin de poursuivre son rêve. Au cours de ce voyage d'1 an, elle rejoint les théosophes sous la direction d'Annie Besant, docteur ès-lettres et végétarienne, et elle étudie le sanskrit avec eux à Adyar, en Inde, près de Madras. Elle apprend également le yoga avec le grand Swami Bhaskarananda Saraswati, végétarien, dans la ville sainte de Bénarès, au bord du Gange. Elle fréquente de nombreux monastères et rencontre d'autres sages. Alexandra est fascinée par le mystère et la magie qu'elle découvre en Inde et par la musique tibétaine qu'elle entend pour la première fois. Lorsque l'argent de son héritage s'est épuisé, elle sait au fond d'elle-même qu'elle reviendra. De retour en Europe, Alexandra se rend rapidement compte des limites imposées à son genre. En tant que femme, elle ne peut pas devenir professeure. Elle écrit et publie des articles sur ses voyages et ses études, mais ils sont très peu rémunérés. Elle se résigne à devenir chanteuse d'opéra. Après avoir déménagé en Haut-Lac, aussi appelé le Vietnam, elle devient la première cantatrice du célèbre opéra de Hanoï sous le nom d'Alexandra Myrial. Elle se produit également à Athènes, en Grèce, et à Tunis, en Tunisie, où elle rencontre Philippe Néel en 1900. Philippe Néel est un ingénieur français aisé qui dirige le chemin de fer français en Tunisie. 4 ans plus tard, le 4 août 1904, il se marie et s'installe dans une villa à La Goulette, au bord de la mer Méditerranée. Cependant, celle qui est devenue Madame Alexandra David Néel sait qu'elle n'est pas faite pour la vie de couple et son désir d'étudier la spiritualité en Orient ne fait que s'intensifier. Son mari ne comprend pas tout à fait sa fascination pour le bouddhisme, mais lui propose un long voyage en Orient. Elle est censée voyager pendant 18 mois, mais il est loin de se douter que le voyage durera 14 ans. En 1911, suivant les traces du vénéré Bouddha Sakyamuni Gautama, végan, Madame David Néel quitte le domicile conjugal pour chercher l'illumination spirituelle et trouver son véritable moi. En Inde, elle continue à visiter les monastères et à apprendre les sages. Ses études de sanskrit progressent rapidement et le College of Sanskrit dans la ville sainte de Bénarès lui décerne un doctorat honorifique en philosophie. C'est la première fois qu'un tel honneur est accordé à une femme européenne. En 1912, l'aversion d'Alexandra pour le système des castes présent dans la majeure partie de l'Inde et toute la misère qu'il engendre l'amène à s'installer au Sikkim, alors petit état princier britannique situé dans l'Himalaya, au nord-est de l'Inde, entre le Bhoutan et le Népal. Elle s'y sent tout de suite plus à l'aise. Madame David Néel y rencontre 3 personnes qui vont profondément influencer sa vie. En 1914, elle rencontre sa sainteté Sidkeong Tulku Namgyal, avec qui elle se lie d'amitié et qu'elle conseille en politique et même dans des affaires privées comme le mariage pendant son bref règne en tant que Maharaja du Sikkim. Il est étonné par ses vastes connaissances du bouddhisme et la présente à des lamas des branches bonnet rouge et bonnet jaune du bouddhisme tibétain.
Alexandra David Néel est devenue célèbre en tant que voyageuse audacieuse grâce à une succession de périples extraordinaires en Orient. Son entrée au Tibet, la terre interdite, fut riche de sens, mais peu de gens connaissent la véritable raison de sa quête inlassable. Après une visite au Sikkim, en Inde, l'ami de Madame David Néel, sa sainteté Sidkeong Tulku Namgyal, l'aida à obtenir une audience avec sa sainteté le 13e Dalai Lama qui séjournait à Darjeeling à l'époque. Le 15 avril 1912, à Kalimpong, elle devint la première femme occidentale connue à converser avec le Dalai Lama au sujet de l'illumination spirituelle, et c'est alors que sa sainteté lui conseilla d'apprendre la langue tibétaine. Fin 1912 et début 1913, Madame David Néel fit un pèlerinage dans le village natal du vénéré Bouddha Shakyamuni, végan, à Lumbini, au Népal. Elle visita le lieu de pèlerinage bouddhiste du temple de la Mahabodhi en Inde, où l'on croit que l'arbre de la Bodhi aurait été cultivé à partir du figuier d'origine sous lequel le seigneur Bouddha atteignit l'éveil, et le Dhamek Stupa à Sarnath, près de Bénarès, où le seigneur Bouddha enseigna le Dharma pour la première fois. Après sa rencontre avec sa sainteté, le 13e Dalai Lama, Madame David Néel fit de grands progrès dans son apprentissage du tibétain. Plus tard, la même année, elle rencontra la personne ayant eu le plus grand impact sur sa vie, le Gomchen du monastère de Lachen, dans le nord du Sikkim. Lachen Gomchen Rinpoche était sans doute le plus célèbre des Gomchen, ce qui signifie grand médiateur en sikkimé, ainsi que lama, ou enseignant, du Dharma, vérité universelle, de la lignée Nyingma, la plus ancienne des 4 grandes lignées du bouddhisme tibétain, aussi appelée l'ordre des chapeaux rouges. On dit de lui qu'il était impressionnant avec sa couronne à 5 faces, un collier de rosaire, un tablier et une dague magique. Lors de sa première conversation avec Madame David Néel, le Gomchen de Lachen observa: You have seen the ultimate and supreme light. It isn't in a year or 2 of meditation that one arrives at the concepts you express. 2 ans après avoir rencontré son maître, Madame David Néel s'installa dans son lieu de retraite d'été, où elle commença son désormais célèbre ermitage dans une grotte des montagnes du nord du Sikkim, près de la frontière du Tibet, bravant à la fois le froid et l'isolement. J'ai vécu en ermite, sur le dernier versant des Himalayas. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. On me ravitaillait, non pas une fois seulement par an comme les ermites, mais 2 fois. Au printemps, quand ma provision d'hiver touchait à sa fin, et en automne, lorsqu'on me fournissait de ma provision d'hiver. Parce que les vallées qui s'étendaient au-dessous de mon ermitage étaient entièrement bloquées par la neige pendant la moitié de l'année. Madame David Néel a enduré de nombreuses épreuves physiques. Elle expliqua: As a Stoic, I must despise injury, or rather, I must not feel it, must not be affected by it, so that it cannot violate the freedom of my soul. Elle a passé 2 ans à étudier et à méditer en compagnie de son maître, tout en perfectionnant son apprentissage de la langue tibétaine. Elle apprit les arts de la télépathie et le Tummo, méthode tibétaine de production de chaleur corporelle pour se réchauffer par des températures glaciales. Lors d'une conférence en 1994, notre bien-aimé maître suprême Ching Hai, vegan, a expliqué que certains pratiquants apprennent des techniques ancestrales pour surmonter les défis posés par les vastes terres peu peuplées du Tibet. Mais certains se font rejeter par leurs professeurs avant d'avoir maîtrisé pleinement ces techniques. Like in the book of Madame Alexandra David Néel, she told a story that she has spent time with one of these people who was thrown out. But he already walked very fast. It walked so fast that she recognized immediately that he's one of those, fast walking. When they walk, they're just like flying. They don't touch the ground. They probably touch the grass, the top of the grass or the top of the trees or the leaves, but they don't touch the ground. They walk like flying. There are some people who fly, and some people who walk so fast. And when they walk, they don't think of anything. They don't see anything. Even if you were next to them, they don't see you. And you better not disturb them because they might die of shock. So there is
many side effects that a person who learns this kind of art must consider. You know, it's not that easy. It's not like those Kuan Yin method. You can go to the fifth heaven without any trouble. You know what I mean? Without side effects. Madame Alexandra David-Néel a été initiée à la technique de méditation du sentier direct. On lui avait dit qu'elle pouvait libérer l'âme du cycle éternel de la naissance et de la mort en une seule vie. Dans son livre « Voyage au Tibet », elle écrivit « All things are aggregations of atoms that dance, and by their movement produce sound. When the rhythm of the dance changes, the sound it produces also changes. » Nous pouvons conclure que la doctrine du sentier direct est une méthode de méditation sur la lumière et le son célestes intérieurs, la forme de méditation la plus ancienne enseignée par tous les grands maîtres. Ainsi, au cours de cet ermitage, elle trouva enfin la paix intérieure à laquelle elle aspirait depuis son enfance. Après sa formation approfondie, le maître de Madame David-Néel lui donna le nom religieux de Yeshe Tomé, ou lampe de sagesse, ce qui lui valut d'être reconnue par les autorités bouddhistes partout où elle alla par la suite en Asie. En 1914, elle rencontra un jeune Tibétain de 14 ans appelé Afur Yongden, végétarien, qui devint son serviteur et plus tard son fils adoptif et son ami intime pour la vie. Yongden était aussi un initié du Gomchen de Lachen et il accompagna Alexandra pendant son ermitage. On le reconnaissait en tant que tulku mineur. Dans le bouddhisme tibétain, un tulku est reconnu comme la réincarnation d'un maître ou d'un lama disparu. En 1916, tous deux se rendirent au Tibet pour visiter les monastères. Ils furent reçus par sa sainteté, le 9e Panchen Lama du monastère de Tashilhunpo, à Shigatse, la deuxième plus grande ville du Tibet. Le monastère est le siège monastique traditionnel des Panchen Lamas successifs, la lignée des tulkus de la seconde autorité après celle du Dalai Lama dans la tradition Gelug ou école des bonnets jaunes du bouddhisme tibétain et est en charge de la recherche du prochain Dalai Lama. Mais les étrangers étaient alors strictement interdits au Tibet et après leur retour au Sikkim, les deux amis furent subséquemment expulsés du Sikkim pour avoir enfreint la loi interdisant d'y entrer. En 1917, accompagnée du lama Yongden, Madame David-Néel se rendit dans l'actuel Japon, puis en Corée et en Chine, où elle fut accueillie comme une célébrité. Ils rencontrèrent le moine japonais Ekai Kawaguchi, végétarien, qui s'était glissé à Lhasa déguisé en médecin chinois. Au cours de ces voyages, la relation de Madame David-Néel avec son mari Philippe Néel se transforma en une relation basée sur une correspondance assidue. Leurs échanges de courriers durèrent 37 ans, jusqu'à son décès en 1941, témoignage de l'immense respect et dévouement qui régnait entre eux. You have a wife who carries your name with dignity. With your support and aid, I shall become an author of renown. Dans une lettre à son mari, elle avoue ses sentiments pour l'Himalaya. Truthfully, I am homesick for a land that is not mine. I am haunted by the steppes, the solitude, the everlasting snow, and the great blue sky up there. Madame David-Néel et Lama Yongden ont ensuite entrepris un voyage difficile à travers la Chine d'est en ouest, couvrant 8000 km à pied, accompagnés de mulets, yaks et chevaux personnes. Ils traversèrent également le désert de Gobi et la Mongolie. Puis, pendant 2 ans et demi, ils séjournèrent dans le célèbre monastère de Kumbum, à la frontière du Tibet. Là, elle mena une vie d'étude et de contemplation, ce qu'elle adorait, et traduisit de rares manuscrits en français et en anglais, dont le célèbre Prajna Paramita, la perfection de la sagesse. Les prêtres des temples la respectaient énormément. Ils la nommèrent Lama, la reconnaissant ainsi comme une autorité en matière de doctrine et en tant que professeur spirituel capable de montrer aux autres la voie de l'illumination et de la libération. Pour plus d'informations sur Alexandra David-Néel, végétarienne, veuillez visiter alexandra-david-néel.fr.
We have to show people the reality of what happens to animals. If you do eat animals, then you pay for animals to be slaughtered and killed, and you do so for no morally justifiable reasons. Ed Winters, aka Earthling Ed, vegan. Enlightened viewers, thanks for your presence today.